Alors d'abord, je suis content que dans le débat, vous introduisiez cette distinction fondamentale entre le terrorisme et l'islam politique. Vous dites qu'on peut passer de l'un à l'autre, c'est vrai, un certain nombre d'individus, et vous avez rappelé un certain nombre de critères des différents auteurs d'attentats qui répondent aux critères que vous avez cités. Pas tous, certains cochent effectivement ces cases-là, mais pas forcément tous. On a des radicalisations express et des auteurs qui peuvent passer à l'action extrêmement rapidement. Je pense à l'auteur qui était cité tout à l'heure quand on parlait de Nice. Voilà. Bon, il faut être extrêmement prudent. Notre action en matière de lutte antiterroriste, elle est connue. Les 60 attentats les jouets, les personnes connues souvent, les 9000 dont vous parliez, qui sont au fichier de suivi de la radicalisation violente, la loi SILT, tout ce qui a été mis en place pour lutter contre le terrorisme, les fermetures de lieux de culte parce que ils sont prononcés des discours d'incitation au terrorisme, donc les lieux de culte sont fermés quand c'est le cas. Et puis il y a cette lutte contre l'islam politique qui conduit à un repli, à une forme de sécession de la République qui peut toucher certains quartiers, qui peut toucher certaines écoles, mais on le retrouve aussi dans certains quartiers. J'insiste là-dessus, pourquoi ? Parce que notre politique, elle est claire là-dessus. Depuis maintenant 1 an, nous avons ciblé des quartiers où se développent ces phénomènes de sécession un petit peu républicaine, où finalement, on essaie d'imposer, dans certains quartiers, on essaie d'imposer une loi qui n'est pas la loi de la République, qui est une loi religieuse. Monsieur Nunez, mais il y a des endroits où il y a une sécession de la République. La sécession, elle n'est pas organisée de manière aussi franche que je le dis, mais c'est une part administrative, c'est une espèce de pression qui est faite où on voit que des enfants sont déscolarisés, on voit qu'on impose un certain nombre de pratiques dans certains quartiers. Et dans ces quartiers-là, monsieur Toussaint, je vous réponds, dans ces quartiers-là, nous avons lancé une politique de contrôle approfondi des lieux de culte. C'est que nous fermons d'ailleurs, puisqu'il y a les lieux de culte que nous fermons au titre de la loi terrorisme, mais il y a aussi les lieux de culte que nous fermons sur d'autres motifs, urbanisme, protection incendie, pour essayer de déstabiliser la mouvance. Ce sont les contrôles des clubs sportifs qui sont organisés, ce sont les contrôles des écoles hors contrat qui sont organisés, où il y en a énormément qui ont été effectués. Plusieurs écoles ont été fermées, et cette politique, il faut l'étendre sur l'ensemble. Restons sur ce point précis. Je vois Madame Obono, nous avons bien une politique contre Madame Obono qui bout depuis tout à l'heure à vous entendre. Pas du tout. Mais si, je vous ai vu bouillir. Vous avez vu ce que vous avez vu. Non, j'étais intéressée par ce que disait Monsieur le ministre Nunez, parce que c'est un peu le en même temps. J'ai apprécié que vous preniez le temps d'insister sur le fait qu'il ne fallait pas tout mélanger. Qu'on parlait de lutte antiterroriste et de la prévention de ces actes, et qu'il faut saluer l'action sur le terrain de l'ensemble des agents de l'État qui sont à pied d'œuvre pour prévenir ces actes, pour interpeller les personnes qui seraient susceptibles de les commettre, et les services judiciaires qui sont à l'œuvre pour faire en sorte que tout cela soit contrôlé. Et en même temps, tout le débat a consisté en un aller-retour incessant entre la lutte antiterroriste, qui est un vrai débat, et ce terme, justement, de radicalisation qui chapeaute tout et où on mélange tout. On a attendu à l'instant, et ça c'est typiquement de l'extrême droite, la question de la migration, des immigrés, la question de certains quartiers, la question du fondamentalisme de comportement, où on mélange tout. Et je trouve que ça n'aide pas le débat public, ça n'aide pas le débat politique, et ça crée en plus une situation d'amalgame qui vont cibler une partie de notre population, une partie de nos concitoyens et concitoyennes qui font les frais du coup de cette extrapolation, cette démesure, cette inflation d'un terme qui veut tout et rien dire, et où on met tout et n'importe quoi, et y compris en matière de lutte antiterroriste. Et c'est là, moi, je voudrais vous interpeller, Monsieur le Ministre, sur la nécessité de mise à plat de la doctrine à l'heure actuelle. Parce que des chercheurs, des experts en matière de lutte antiterroriste interpelle aujourd'hui sur le fait qu'un tel vocable, y compris la CNCDH, des rapports parlementaires, un tel vocable est inopérant aujourd'hui, parce que ça démultiplie, y compris les signaux faibles, les signalements, et ça ne permet pas en fait de faire ce travail de terrain humain nécessaire. Et puis ça remet en cause un certain nombre de libertés publiques. Votre interpellation, la discrimination. Donc moi, je vous interpelle sur la nécessité d'une mise à plat. Vous avez annoncé l'année dernière, le gouvernement, un nouveau plan de lutte contre la radicalisation qui étend encore plus le domaine. C'était le 3e en 4 ans.
il n'y a aucune évaluation, en tout cas à l'état actuel, nous, nos travaux parlementaires montrent qu'il n'y a aucune évaluation de l'opérationnalité. Pour le moment, ce qu'on voit et qu'on constate avec des émissions comme celle-là, c'est en fait une inflation qui stigmatise. Le résultat de tout cela, c'est que ça stigmatise une partie de la population, et je crois que c'est très dangereux, et c'est contre-productif par rapport au travail de lutte antiterroriste dont il devrait être vraiment question et dont on ne parle pas en vérité parce qu'on parle de tout et n'importe quoi. Monsieur Nunez, que répondez-vous à Daniel Obono ? Je réponds. D'abord, sur la lutte antiterroriste, les choses sont claires. On ne va pas remettre à plat cette doctrine. Elle s'intéresse à des individus susceptibles de basculer dans la violence ou qui prônent la violence. Il est hors de question de lâcher cette politique, de revoir cette doctrine. Elle fonctionne. Bon, les services travaillent ensemble. Ce sur quoi je veux insister également, c'est que il n'y a pas d'amalgame dans mon esprit. Je distingue bien ce qu'est l'islam, que pratique un nombre important de nos concitoyens sur notre territoire. Je le distingue volontairement de l'islamisme. Et quand je parlais de certains quartiers, je définis ce que je dis. L'islamisme ou le repli communautaire, le communautarisme, c'est une forme de pratique de l'islam qui considère que les lois de la République passe après la loi de Dieu, et en découle un certain nombre de conséquences qui sont des discriminations, notamment envers les jeunes femmes, qui sont des discriminations dans les clubs sportifs, et autant de discriminations qui interrogent notre vivre ensemble, notre propre règle républicaine. Cette action-là, elle est le fait d'une minorité, mais il faut la combattre. Et ça n'est pas la lutte antiterroriste, c'est la lutte contre l'islam politique, et c'est ce que nous faisons dans les quartiers, en contrôlant ces écoles hors contrat dans lesquelles nous soupçonnons que sont enseigner ces pratiques discriminatoires, ces lieux de culte, ces commerces, et donc nous ciblons bien cet islam politique, celui qui dit que finalement la loi de Dieu est supérieure aux lois de la République. Et ça n'est pas loin s'en faut la majorité des musulmans dans notre pays. Gilles Kepel, s'il vous plaît. 90% de la discussion amalgame les deux. Vous ne pouvez pas nier le contraire. On l'a vu à l'instant depuis le début de ce débat. Et puis les conséquences, moi je voudrais quand même vous interpeller là-dessus aussi. On parle, vous avez recité à nouveau. Mais je ne l'amalgame pas. C'est pas moi qui amalgame. Je pense que la personne qui était assise à votre place, procède à beaucoup d'amalgames, mais je n'amalgame pas, moi, de mon côté. J'ai salué l'effort que vous avez fait de distinguer les choses. Mais en même temps, l'amalgame est présent. Vous avez repris les propos de M. Blanquer, juste un instant là-dessus, de M. Blanquer sur certains quartiers où des enfants seraient déscolarisés. Ces propos ont été dénoncés par les enseignants, les personnes qui travaillent sur ces sujets et qui ont y compris cité un rapport du ministère de l'Éducation en disant ce n'était pas vrai, il n'y a aucune source. Excusez-moi, il n'y a aucune source. Alors peut-être vous allez les donner sur la réponse de M. Nunez. Sur la question de la scolarisation des petits filles, si vous voulez une réponse, des travaux de terrain. Madame Obono, s'il vous plaît. M. Blanquer a dit vrai, désolé. En vérité, Madame Obono. Bien sûr que je pense que le problème, c'est que beaucoup des propos se basent peu sur les sources réelles et sur le travail de terrain, et ça participe de la manière. Juste pour que ce soit clair sur les enfants déscolarisés, est-ce que combien ou est-ce que c'est franchement les chiffres qui avaient été avancés par M. Blanquer sont contestés. Nous savons que dans certains quartiers, il y a des jeunes filles qui ne sont pas scolarisées. Sur quelle base ? Écoutez, c'est quelque chose qui correspond à une réalité. Ce que je voudrais juste dire par rapport à ce qu'on vient de dire. Et si vous permettez, je remercie juste Gilles Kepel qui était avec nous ce soir. Merci d'avoir participé à notre débat. L'amalgame, je pense, l'amalgame qui est le plus nocif pour notre vivre ensemble, c'est celui qui consisterait à amalgamer ceux qui pratiquent cet islamisme politique, cet islam radical, et le reste de la population qui est de confession musulmane. C'est l'amalgame qui est vraiment le plus dangereux. La lutte antiterroriste, on s'en occupe. Comme l'a dit M. Kepel, c'est difficile, c'est compliqué, parfois il peut y avoir des loupés, mais on s'en occupe, on suit les individus, et il y a ce communautarisme politique, c'est ce qui crée du repli identitaire contre lequel il faut vraiment lutter. Attendez, Rokhaya Diallo n'a pas encore parlé de tout à l'heure. Je termine, s'il vous plaît. Et je termine. Le lien, il peut exister, mais il n'existe pas toujours. Le lien, c'est qu'il faut, pour le vivre ensemble, c'est très important. Et il n'y a pas qu'une réponse répressive, il y a aussi une réponse qui doit être menée en matière, et vous l'avez dit tout à l'heure, en matière aussi de contre-discours, et qu'il faut qu'on soit en capacité, avec l'aide des imams musulmans, il faut qu'on soit en capacité de construire ce contre-discours qui apporte un autre message pour ceux qui s'engagent dans l'islamisme politique. Rokhaya Diallo. Alors moi, je suis très étonnée d'entendre une terminologie, notamment relative à la sécession.
parce que lorsqu'on parle de ça, c'est comme si on décrivait une organisation volontaire de certains habitants de la France qui se seraient réunis volontairement avec je ne sais quel pouvoir pour d'une certaine manière, se retrancher de la République. Et quand on dit ça, en fait, d'une certaine manière, on ne tient pas compte de logiques qui sont des logiques tout simplement économiques, qui ont constitué des quartiers, pas du fait des habitants, mais simplement du fait de la sociologie. Je pense qu'il y a de nombreux habitants qui vivent dans des quartiers extrêmement populaires, extrêmement paupérisés, qui rêveraient d'habiter dans des quartiers qui sont beaucoup mieux desservis en matière de services publics. Donc parler de sécession, c'est d'une certaine manière sous-entendre qu'il y a une volonté collective de certains groupes de se retrancher et de challenger, en fait, de défier la République. Tout à l'heure, on a parlé beaucoup d'individus et je trouve qu'il y a vraiment une contradiction entre le fait de parler d'individus qui seraient sujets à la pratique de la violence avec une collectivité où des gens sont aussi potentiellement victimes de terrorisme. Par ailleurs, moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans tout ce qui se dit, c'est qu'on n'a pas vraiment parlé de la protection des libertés publiques. Parce que ce qui s'est passé quand même ces dernières années, notamment avec, dans un premier temps en 2015, l'instauration de l'état d'urgence qui, théoriquement, dans la loi, n'aurait dû durer que quelques jours et en fait c'était étendu sur 2 ans avant de rentrer dans le droit commun avec un certain nombre d'abus qui ont été dénoncés à la fois par des organisations internationales comme Human Rights Watch, mais aussi par le défenseur des droits qui a reçu de nombreuses plaintes, des personnes, un état d'urgence qui a duré 2 ans, qui a été vraiment institutionnalisé, des personnes qui ont été assignées à résidence et qui ont perdu parfois leur emploi, qui ont été blessées dans effectivement des interventions policières sans finalement qu'il ne soit prouvé qu'elles participaient à des actes terroristes. Donc aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est dans le vocabulaire relatif à la question de la vigilance, où d'une certaine manière, le gouvernement délègue à des Français qui ne sont pas équipés pour détecter les signaux de radicalisation, leur délègue en fait le rôle de repérer des signaux de radicalisation. Vous faites allusion à la société de vigilance, c'est le terme qui a été utilisé par le président de la République dans son discours juste après l'attaque de la préfecture de police. C'est une démission. Ce qui est une façon de dire soyez vigilants. Mais alors, à quoi à des personnes qui ne sont sur pas ce formées. point-là, il faut vous assumez. Avec quelles conséquences pour les citoyens J'assume, je vais simplement expliquer ce qu'il faut entendre par société de vigilance. D'abord, sur l'état d'urgence, tout ça s'est effectué sous le contrôle du juge. C'était juste après un attentat terrible, l'attentat du Bataclan. Nous en sommes sortis avec la loi SILT d'octobre 2017, qui a repris certaines dispositions, mais qui sont beaucoup plus centrées sur le terrorisme. Il faut qu'il y ait une menace terroriste, donc c'est beaucoup plus précis. Et donc on a maintenu les visites domiciliaires, mais qui sont autorisées par un juge judiciaire, contrairement à l'état d'urgence où ça n'était pas le cas. Donc on a un juge judiciaire et on a toujours la possibilité d'instaurer des mesures administratives de surveillance qui peuvent être une assignation de résidence, mais toujours sous le contrôle du juge. La société de vigilance, elle existe déjà en réalité depuis 2014, depuis 2015. Quand on a créé le numéro vert qui permettait de signaler des individus radicalisés, susceptibles d'être radicalisés, violents. Quand on a lancé partout, quand on a créé partout ce réseau des référents radicalisation dans toutes les grandes administrations qui sont chargés de centraliser la détection d'individus violents. Et c'est que je vais vous répondre. Donc là, il faut bien avoir à l'esprit que ces signalements, qui d'ailleurs le plus souvent sont confidentiels, qui ne sont pas stigmatisants, ils atterrissent dans toutes les préfectures, dans les services de renseignement territoriaux qui vérifient la réalité de la radicalisation violente. Dans la plupart des cas, elle n'est pas confirmée. Donc c'est pas la société de la délation, la société de vigilance, c'est la société de l'attention qu'il faut avoir. Et ça existe, c'est déjà mis en œuvre. Et ce que nous voulons, c'est rappeler tout ce qui a été mis en place et développer ce réseau des référents. Nous avons besoin pour la détection de l'ensemble des acteurs qui sont en contact avec le public et qui peuvent détecter des comportements. Ça vous paraît justifié, monsieur Sifaoui? Attention, c'est pas une stigmatisation. Ce sont des services. Monsieur Sifaoui, s'il vous plaît. C'est pas vous ou moi, Bruce Toussaint, qui décidons que quelqu'un est radicalisé violent. Ce sont des services spécialisés dans ce travail. J'ai interpellé monsieur Nunez sur des propos tenus par monsieur Blanquer et qui ont été réfutés. Et je lui ai demandé la source exacte des propos tenus qui, en l'état des recherches qui ont été faites par des membres de l'Éducation nationale, par des journalistes, n'existent pas. Donc, vous parlez de cas précis qui sont documentés. Je peux vous en citer 20, si vous voulez. D'accord. Oui, mais ça ne fait pas. Oui, mais je peux vous en citer 20, je peux vous en citer 200 aussi. S'il vous plaît, vous avez parlé. Laissez-moi répondre. Oui, je vous ai entendu. Je pense que tout le monde vous a entendu, toute la France vous a entendu. Maintenant, si vous permettez, j'aimerais répondre, puisqu'il y a en plus, il y a des propos qui sont inexacts pour le moins. Vous parliez de l'état de droit et des mesures qui ont été prises. Monsieur Nunez, vous savez, nous avons participé au débat parlementaire sur cette question-là et nous sommes nombreux et nombreuses à avoir cité
tous les rapports des organisations de défense des droits humains. Donc on ne parle pas de la France insoumise de Daniel Obono, on parle de la CNCDH. Je vous parlais du rapport de mai 2017. Pardon, mais vous parlez d'autre chose, Daniel Obono. Ah si, je vous assure. Je parle des sources et je parle de sur quelle base on discute. Vous avez été pointé du doigt, ça arrive, sur un aveuglement de votre part. Oui, mais je vous réponds. J'ai sous les yeux une phrase que vous avez prononcée en 2017. La radicalisation n'est pas un concept scientifique suffisamment arrêté. Oui, et ça relève de concepts flous. Je vous renvoie, monsieur Toussaint, je vous renvoie donc, je réponds monsieur Toussaint. Je voudrais savoir s'il y a un aveuglement de votre part, comme ça a été dit. Vous me répondez? Je vous réponds sur ce concept. Je vous renvoie au rapport de mai 2017 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui interpelle sur ce concept et qui dit exactement la même chose. Je vous renvoie aux travaux de monsieur François Thuillier, qui est chargé de recherche au Centre des études des conflits, qui est un expert en la matière et qui remet en cause ce concept. Je vous renvoie au rapport parlementaire des sénatrices Benbassa et Troendal qui remettent en cause ce concept. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des recherches sur les processus qui amènent à basculer dans la violence? Bien entendu. Et les motifs et les facteurs sont multiples. Ils ne sont pas uniques. Ils sont multiples. Il y a des facteurs de religiosité, mais il y a aussi des facteurs politiques. Dans une approche comparative, par exemple, l'exemple de l'extrême droite, encore dernièrement, je crois que l'actualité a rappelé les attaques terroristes à Halle, qui est le fait d'individus radicalisés d'extrême droite, politiquement, et qui ont commis ces attaques terroristes. Donc oui, il y a multiples facteurs. Bien. Ce à quoi j'appelle, c'est un peu de responsabilité de partir de faits recherchés, et le débat existe dans la communauté. Vous le savez, monsieur Nunez, vous avez été directeur de la sécurité intérieure. Il existe des débats, y compris par rapport aux éléments de la doctrine qu'il s'agit. Moi, je remets pas en cause le travail, encore une fois. Je dis qu'il faut affiner les choses. Et je dis, pour terminer, qu'aujourd'hui, le débat, à partir de cas, de faits qui sont extrapolés, de la dissémination de concepts où on amalgame, aujourd'hui, fait des dégâts, y compris pour le travail des forces de sécurité, parce que quand tout le monde est signalé, plus personne n'est signalé, que la multiplication des signaux faibles n'aide pas le travail de terrain, et aussi pour une partie de la population qui est stigmatisée. Dernièrement, vous avez eu un enchaînement de faits où une mère de famille se fait interpeller, se fait agresser devant les enfants. Vous avez une mère de famille qui s'est fait poignarder. Je peux aussi démultiplier les faits. C'est autre chose. Ça n'a pas grand-chose à voir avec notre débat. Il ne s'agit pas de radicalisation. C'est tout cela qui participe à ce que, effectivement, des concitoyens et concitoyennes, des gens qui vivent dans ce pays, qui sont des républicains et des républicaines, qui sont des laïcs, qui défendent les idéaux de la République, sont aujourd'hui pointés du doigt. Et il y a un amalgame entre la pratique d'une religion et le fait de commettre des actes terroristes. À vos côtés, il y a monsieur... De la part de politiques, je suis désolé de vous couper, mais je voudrais redonner la parole à Rokhaya Diallo, qui n'a pas beaucoup eu depuis le début de ce débat. Je voudrais vous poser une question toute simple, d'ailleurs, simplement qui est le prolongement de ce que vient de dire monsieur Haddad. Est-ce que vous êtes inquiète, vous ? Mais il y a toutes les raisons d'être inquiète, parce qu'il y a un climat de tension qui est évident et que tous, en tant que citoyens ou citoyennes, on est potentiellement exposés à des agressions qui sont le fait de personnes qui sont en position de terrorisme. Après, plusieurs choses m'inquiètent. Moi, j'ai vraiment tenu à souligner la question relative aux libertés publiques, parce que on est dans un climat où, effectivement, les citoyens ont peur, et ils ont peur de manière totalement légitime. Et c'est un climat qui peut inviter les citoyens à accepter une certaine démission par rapport à nos principes, qui sont des principes qui protègent les droits humains. Et on ne peut pas, en raison d'une menace terroriste, mettre en fait d'une certaine manière à mal la sécurité, l'intégrité en fait des droits de certains citoyens, parce que on considérait qu'ils sont potentiellement des personnes radicalisées. Et c'est vrai que le terme de radicalisation, il recouvre un certain nombre de réalités extrêmement hétéroclites. Et quand on voit les listes qui ont circulé après le dernier attentat, avec toutes sortes de signaux absolument fantaisistes, qui pouvaient correspondre aussi bien quand on voit que parmi les signaux, on disait que certaines personnes, si elles se retranchaient de la vie sociale, si elles se coupaient de toute relation amicale, etc., ce sont aussi des signaux de dépression, ce ne sont pas forcément des signaux de radicalisation. On voit bien qu'on était dans une grande confusion, et le fait de diffuser ce type de liste auprès des citoyens qui sont quand même dans une forme de peur, eh bien, ça
entretient un climat de suspicion qui, d'une certaine manière, bascule et a des conséquences sur la vie des citoyens qui sont musulmans et ont le droit, encore en France, d'être pratiquants. Vous disiez que cette histoire de la maman qui a été interpellée en raison de son foulard n'était pas directement liée, mais quand même, l'élu qui l'a interpellée l'a fait en disant que son voile n'était pas acceptable dans un contexte terroriste. Donc lui, il a fait un lien. Il a fait un lien. Vous comprenez bien, je ne veux pas faire de lien justement parce que je ne veux pas tomber dans cet amalgame. Bien entendu, mais le fait est que le débat... Je trouve que ça serait faire l'inverse. Oui, mais le fait est que beaucoup de personnes interprètent des signaux religieux comme étant des messages politiques. Beaucoup de personnes parlent de prosélytisme quand il n'y a qu'une pratique vestimentaire religieuse. Et cette confusion-là, elle est entretenue par les discours politiques et par un climat de peur et d'anxiété, alors qu'on devrait, les institutions devraient associer les chercheurs pour élaborer des signaux qui soient plus conformes à une réalité d'une pratique. Ce soir, à notre niveau, on essaye de débattre de ce sujet qui est compliqué. Notre émission se poursuit jusqu'à minuit, mais je voudrais donner encore une dernière fois la parole à Laurent Nunez qui nous accompagne depuis 22 heures. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous inspire cette fracture que l'on constate aussi ici sur ce plateau? Il y a des propos qui sont antagonistes. Est-ce qu'on devrait, je ne sais pas, être tous dans une forme d'unité sur ce sujet-là, je pense ou au contraire, il faut assumer de pas avoir les mêmes idées, je pense que les mêmes solutions. Ce sujet appelle beaucoup d'unité, en fait. Ce sujet on n'y est pas. Beaucoup d'unité. D'abord, c'est un débat. Les débats sont toujours très intéressants. Voilà. Oui. Je trouve que la confrontation est toujours très enrichissante. Et vous avez vu, on a essayé de le faire de façon... Je pense qu'il faut nommer les choses, il faut les définir et il faut rassurer. Il ne faut pas stigmatiser. Moi, je vous rejoins tout à fait. Il ne faut pas stigmatiser. On a parlé de déscolarisation. Déscolarisation, ça peut être la scolarisation à domicile, ça peut être la scolarisation dans des écoles hors contrat qu'on a besoin de contrôler. La loi Gatel nous permet de faire ces contrôles. Et si on peut dire qu'il y a des cas de déscolarisation, c'est parce qu'il y a eu ces contrôles qui ont été effectués. Vous disiez, Madame Obono, qu'il y a nous permet de faire ces contrôles. Et si on peut dire qu'il y a des cas de déscolarisation, c'est parce qu'il y a eu ces contrôles qui ont été effectués. Vous disiez, Madame Obono, qu'il y a un certain nombre d'instances, d'organismes qui ont considéré que finalement nos lois étaient peut-être liberticides. La loi SILT d'octobre 2017, elle est très anglée sur le terrorisme. Pour avoir été responsable d'un service, je peux vous dire que pour mettre en œuvre les mesures de la loi SILT, les assignations à résidence nouvelle version, les visites domiciliaires, il faut démontrer une intention terreau ou un soutien à la cause terroriste qui est très important. Nous sommes très contrôlés, encore une fois, c'est sous le contrôle du juge. Donc je vous rassurer de ce point de vue. Ouais. Sur les signaux, parce que les signaux faibles, vous dites, et vous avez raison, il y a des listes qui ont circulé après l'attaque de la préfecture de police de Paris. Mais ces listes, c'est celles qu'on utilise depuis 2014, depuis 2015 sur les signaux. Et c'est la théorie du faisceau d'indices. Donc, quand on constate... Ce ne sont pas des comportements illégaux. Non, mais ce ne sont pas des comportements illégaux, mais qui peuvent révéler un repli, qui est, je vous l'assure, vérifié. Et souvent, à l'issue de cette vérification, on arrive à la conclusion qu'il peut ne pas y avoir de radicalisation. Il n'y a pas de stigmatisation. À propos de conclusion, je vous demande de conclure, s'il vous plaît, d'un mot, parce qu'il faut vraiment qu'on... Non, voilà, donc voilà, ce débat est très intéressant. Merci beaucoup. Il faut surtout savoir vraiment nommer les choses entre ce qui relève du terrorisme, encore une fois, ce qui relève d'une forme de radicalisation politique, de l'islam politique, et ce qui relève de ce qu'il ne faut absolument pas amalgamer, je vous rejoins, c'est la pratique de l'islam dans notre pays qui, par ailleurs, ne pose pas de problème. Mais il faut à la fois contre le terreau et contre le communautarisme qu'on ait une action résolue. Merci d'avoir participé à ce débat. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite pour la suite de notre soirée spéciale.